Une question qui est posée ce soir, qui est celle des origines en fait, du peuplement, non seulement de la Corse, mais de manière plus générale du milieu insulaire. Alors pour cela, il faut savoir que le parc Gallé a déjà mis en place une réflexion et par exemple, régulièrement on a des archéologues qui viennent, notamment italiens, pour réfléchir à ces questions. C'est une question qui est finalement assez nouvelle, puisque la question du paléolithique elle est posée depuis longtemps, mais il y a peu finalement de recherches actuelles sur le sujet. Alors pour répondre à ces questions, on a ce soir la présence de Franck Léandre, qui est conservateur de l'archéologie régionale, et d'autre part Bertrand Roussel, qui est conservateur du musée de Terre-Amat à Nice, et deux donc, spécialistes de ces questions. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, en essayant ensuite d'avoir un échange avec la salle pour répondre aux nombreuses questions qui se posent sur ces questions fort intéressantes. Je passe la parole donc à Bertrand Roussel pour commencer. Voilà, moi ce que je peux vous proposer, c'est de mettre finalement en contexte ce premier peuplement de la Corse, avec, je me permets de le faire parce que je pense que parfois ça peut être nécessaire, malheureusement parce que notre discipline, notre préhistoire, est enseignée à l'école primaire, et puis finalement on n'en entend plus tellement parler jusqu'à l'université si on fait le choix et si on a la chance de faire ces études-là, mais sinon on n'entend plus parler au collège, on n'entend plus parler au lycée. Donc je me permets simplement une petite piqûre de rappel pour rappeler ce qu'est notre discipline, c'est-à-dire l'histoire de l'homme avant l'invention de l'écriture. Alors, bon, je le disais tout à l'heure à ma conférence sur le feu, sur l'origine du feu, l'invention de l'écriture, on ne va pas y venir, mais Pascal Vernus en parlera très bien dimanche. Mais finalement, cette histoire de l'homme, elle commence quand? Elle commence au premier homme, avec cette problématique de définir ce qu'est le premier homme. Et je vais rendre hommage à quelqu'un qui a été notre professeur à tous les deux, qui s'appelle Paul Goutier, qui était maître de conférence à l'université Paul Valéry, et qui, moi je me souviens très bien, m'avait beaucoup marqué, je ne sais pas s'il faisait à l'époque aussi où tu étais là, mais il faisait son cours et il me disait, voilà, imaginez le premier homme, il est là, et si au bout de l'amphi, rentrait son père, et qu'il nous dise, et moi, je suis quoi si le premier homme est là? Et c'est vrai que ça pose une véritable réflexion, et finalement, notre discipline, la préhistoire, c'est quelque chose qui nous permet une discipline scientifique qui va nous permettre de montrer la construction, peu à peu, de ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, ce qu'on appelle des hommes. Et il y a une série, finalement, d'éléments qui vont apporter, et je peux vous poser la question, pour vous, qu'est-ce qu'un homme? Et là, vous allez me répondre, un homme, c'est la bipédie. Dans ces cas-là, le premier homme, il apparaît peut-être vers 7 millions d'années, autour de des formes que l'on appelle Toumaï. Vous connaissez sûrement Toumaï, qui a été découvert au Tchad par les équipes de Michel Brunet. Vous connaissez le groupe des Australopithèques, vers 5 millions d'années, qui apparaissent avec par exemple Lucie, qui date de 3,2 millions d'années. Et puis, ces hommes, en tout cas, ils vont commencer à fabriquer des outils pour donner la définition classique de ce qu'on appelle le genre Homo. Avec les premiers outils, il y a 2,6 millions d'années. Les galets qu'on va aménager, des choppers, des chopping tools, des galets qui vont être aménagés pour obtenir des tranchants, des outils durables. Et puis, le temps passant, eh bien, on va finir par les rencontrer un petit peu partout dans le monde. Ils vont partir en Asie, et on va en retrouver en Europe, porte de l'Europe, en Géorgie, vers 1,8 million d'années. Et puis, vers 1,5 million d'années, c'est le moment du peuplement de l'Europe, avec des sites comme des sites en Espagne, le site d'Orsay, le site en Italie de Pyronore, qui date de 1,5 million d'années, et dans le sud de la France, par exemple, la grotte du Vallonnet. La grotte du Vallonnet qui date d'1 million d'années et qui correspond au peuplement de l'Europe.
au début des peuplements de l'Europe. Et puis un site dans l'Hérault, le site de Lézignan-la-Sèbe, récemment mis au jour et récemment étudié, qui semble correspondre, là encore, à un site de 1,5 million d'années, où on va trouver, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des outils taillés, et on va trouver des restes d'animaux qui ont été probablement chassés par ces hommes. Alors, ces hommes-là, on ne les connaît pas bien de cette époque très ancienne de la préhistoire européenne, on ne les connaît pas bien par les restes humains, parce qu'on en a très très peu. Les Espagnols appellent ça Homo antecessor, ils ont trouvé quelques restes humains. Et puis, peu à peu, ces hommes, ils vont se développer avec de nouvelles acquisitions, notamment vers 400 000 ans, la découverte, alors j'en parlais tout à l'heure lors de ma présentation, la découverte des premiers foyers qui témoignent de la domestication du feu. Donc un bond considérable dans ce processus d'hominisation. Avec la possibilité d'avoir une énergie qui va pouvoir être utilisée pour transformer la matière, avec la possibilité de modifier les rythmes de vie. On va passer d'un rythme de la nature à un rythme que l'on va se donner soi-même, un rythme de la culture, un rythme culturel. Et donc un moment fort dans ce processus de l'hominisation. Évidemment, ça va servir également à se nourrir, à pouvoir cuire la nourriture, ça va changer le rapport de l'homme à la nourriture de façon extrêmement importante. Et puis, c'est aussi un moyen de se chauffer qui va permettre de coloniser de nouvelles zones, puisque l'homme est un animal finalement qui est fait pour les zones tempérées chaudes, et il va pouvoir coloniser les zones froides. Alors, un moment central de ce moment, cette découverte du feu il y a 400 000 ans. Et puis, ces hommes, c'est ce qu'on appelait avant les Homo erectus, qui vivent en Europe. Maintenant, on dit des Homo heidelbergensis. Et ces Homo heidelbergensis, eh bien, ils vont aussi développer toute une culture qu'on appelle la culture acheuléenne, autour d'un outil central qu'on appelle le biface. C'est ce moment où l'homme va aussi découvrir la capacité de créer des outils, d'avoir le bagage cognitif suffisant pour générer des outils qui correspondent à un projet. C'est ces fameux bifaces, ces outils qui sont taillés sur les deux faces et qui présentent une symétrie. Et cette symétrie, elle nous démontre la volonté. Alors, certains y voient quelque chose d'esthétique, etc., une vision un petit peu. Mais à minima, on peut dire que c'est déjà le moment où l'homme commence à créer un outil qui est un véritable projet, avec une réflexion, une volonté de créer une forme qu'il a anticipée dans sa tête avant de la créer avec ses mains. Et puis, cet homme, peu à peu, il va en Europe évoluer vers ce qu'on appelle l'homme de Néandertal. À Nice, on a une grotte extraordinaire qui s'appelle la grotte du Lazaret, qui présente un enregistrement sédimentaire qui va de 190 000 à 125 000 ans à peu près, et qui correspond à ce passage entre l'homme, les Homo erectus, les Homo heidelbergensis, comme on dit aujourd'hui pour l'Europe, jusqu'à l'homme de Néandertal. Et concomitamment, en Afrique, les Homo erectus d'Afrique, les Homo ergaster d'Afrique, peu à peu, ils vont évoluer vers des formes qu'on appelle Homo hidaltu, et qui vont donner ce qu'on peut appeler des proto-Cro-Magnons, qu'on va retrouver dans la région du Proche-Orient, et qui vont revenir en Europe. Et ce sont eux que l'on va retrouver vers 35 000, 40 000 ans, et qui vont réinvestir l'Europe à cette époque-là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'homme de Néandertal, il va être le premier à développer des sépultures, donc un rapport à la mort qui laisse peut-être penser que déjà à cette époque, on va se préoccuper de ce qui se passe dans un certain au-delà, ou en tout cas, à minima, on ne va pas réellement, on va avoir un rapport particulier avec les os, et enfin en tout cas le cadavre de l'homme, différent du rapport que l'on a avec le cadavre de l'animal que l'on a chassé. Donc ça montre bien déjà qu'on fait un distinguo, on va commencer à inhumer nos morts. Et puis donc, avec les hommes de Cro-Magnon, c'est un moment extraordinaire où on va avoir
le développement de ce que nous sommes aujourd'hui, puisque l'homme de Cro-Magnon, l'Homo sapiens, hein, ces hommes qui reviennent d'Afrique, je ne sais pas si j'ai été bien clair, une deuxième fois, eh bien eux c'est nous. C'est nous, avec de nouveaux apports, la découverte de l'art, la découverte des parures, et puis, Franck en parlera bien mieux que moi, un moment où on va complètement changer de mode de vie, où on va devenir agriculteur, éleveur, où on va quitter ce paléolithique pour rentrer dans un nouveau système de mode de vie complet qu'on appelle le néolithique, où on va changer son rapport avec la nature. On cesse d'être en équilibre avec la nature, comme toutes les espèces sauvages, quelque part, mais où on va transformer la nature pour la mettre finalement à notre service. Voilà, donc ça c'était simplement une petite introduction avec quelques dates pour donner un petit peu une idée. Et peut-être je vais passer la parole à Franck pour évoquer ce qu'on peut dire peut-être sur le paléolithique en Corse, si on peut dire quelque chose. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le paléolithique en Corse? Bien sûr qu'on peut dire des choses. Alors, d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Et c'est très curieux parce qu'il y a une dizaine de jours, en rangeant les archives du service, je suis tombé sur une lettre de 1948 d'une personne qui signalait l'existence d'un gisement paléolithique en Corse. En fait, on suit les échanges de courriers jusqu'au moment où on se rend compte qu'il s'agit d'un canular. Voilà, donc c'est un petit peu par ce biais-là que je fais mon introduction. Et concernant le paléolithique en Corse, c'est une question qui est relativement ancienne, puisque les premières recherches menées par Eugène Bonifay dans les années 60 avec Roger Grosjean, qui est l'un des pionniers de l'archéologie en Corse, donc dans les années 60, Eugène Bonifay pensait avoir mis au jour, dans le Cap Corse, la grotte de la Cauche, pensait avoir identifié les traces de ce premier peuplement à l'époque paléolithique. Dans les années 80-90, il a entrepris des fouilles, on va dire, beaucoup plus précises, avec bien sûr de nouvelles méthodes, et les découvertes ont été assez surprenantes. Eugène Bonifay a identifié des lentilles de cendres qu'il a assimilées à des foyers anthropiques. Il a surtout identifié un amas de bois de cervidés qui fait à peu près 2 mètres de long sur 1 mètre de haut, et cet amas, pour lui, semblait anthropique. Voilà différents faisceaux qui convergeaient pour lui sur la présence de l'homme en Corse durant le Paléolithique, autour de 60 000 avant Jésus-Christ. Ce sont les datations qui avaient été retenues. Toutes ces informations ont été remises en question, ont été largement décriées par différents collègues, notamment Eugène Bonifay pensait avoir identifié des objets en matériaux exogènes au site, des objets en calcaire, objets qui avaient été qui pour lui avaient été taillés. Donc toutes ces informations qui pour lui, je répète, convergeaient vers la présence de l'homme au Paléolithique, ont été plus ou moins décriées par différents collègues. Ceci dit, les faits restent quand même, et on est quand même dans l'incertitude. Voilà pour ces périodes les plus anciennes de la Corse, 60 000 avant Jésus-Christ. Beaucoup plus précises sont les informations que nous avons pour la période dite mésolithique, autour de 10 000 avant Jésus-Christ, puisque nous avons en Corse une douzaine de gisements qui ont été identifiés pour cette période, donc ça commence vers 8500 avant Jésus-Christ. Donc une douzaine de gisements qui ont été identifiés et qui ont permis quand même de proposer un scénario et une trame sur ce premier peuplement de l'île. Alors, concernant ces premières identifications du Mésolithique, elles remontent aux années 70, avec la découverte de la fameuse sépulture de Laraguna Seno, la dame de Bonifacio, donc datée de 6500 avant Jésus-Christ, donc premier élément. Et puis, dans les années 80, la découverte d'une autre sépulture dans le Cap Corse, la sépulture de Pietra Corbar, qui elle est datée autour de 5800 avant Jésus-Christ.
voici des recherches relativement anciennes, donc qui datent d'il y a une vingtaine d'années. Et puis si je suis là, vous pensez bien que c'est pour vous donner de nouvelles informations, hein, c'est pas pour vous parler uniquement de ces découvertes anciennes. Il y a à peu près 5-6 ans, l'archéologue Alain Pasquet a identifié dans la région de Figues, a identifié un campement du Mésolithique qui lui est attesté de 1500 avant Jésus-Christ. Ce campement est parfaitement structuré, surtout il a mis au jour un nombre assez important d'objets lithiques, plusieurs milliers. Donc vous voyez, c'est des pièces c'est quelque chose d'assez intéressant qui va nous aider à présenter un scénario. Et puis plus récemment, là une découverte qui m'intéresse, puisque je faisais partie de l'équipe, et puis je vais vous offrir une petite anecdote. Pour ceux qui connaissent la Dame de Bonifacio, elle a été mise au jour bien sûr par Michel Claude Weiss et François Delanfranc, et elle a été étudiée par le professeur Henri Dudet. À partir de cette sépulture, Henri Dudet a rédigé sa thèse de médecine, c'est des choses qu'il faut savoir, et il a pu identifier toute la pathologie auquel ce sujet était lié. Et donc j'avais fait un stage avec le professeur Henri Dudet il y a 6-7 ans, et pour le remercier, je lui ai écrit un petit mot, je lui ai offert un ouvrage en lui indiquant, en attendant de trouver les parents de la Dame de Bonifacio. Voilà, donc je reviens maintenant à la découverte de Camposté. Enfin, 2 mois après, nous entreprenons donc des fouilles avec Joseph Cesare Ponnet du côté de Philitose, donc là, et dans un abri. Au départ, nous avions investi cet abri pour essayer de définir une stratigraphie liée aussi de l'âge du bronze voisin. Et puis en fait, en profondeur, on s'est rendu compte qu'il y avait une sépulture qui était parfaitement conservée, une sépulture de 8 individus, un périnatal, 2 adolescents et 5 adultes. Et quelle fut notre surprise lorsque nous avons obtenu la datation première datation autour de 7200 avant Jésus-Christ. Une découverte assez exceptionnelle. L'année suivante, nous revenons dans ce secteur, dans cet abri, et là, une nouvelle découverte importante, puisque sous ce premier niveau sépulcral, nous sommes tombés sur une deuxième sépulture, qui, elle, a été rattachée à 8000 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez un petit peu différentes découvertes qui permettent d'alimenter cette réflexion sur le premier peuplement. Alors, maintenant, c'est pas tout de faire des découvertes, mais bien sûr, il faut les faire parler. Donc on est face à tout un panel d'analyses, différentes analyses qui sont menées actuellement, notamment autour des ADN, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais tout ça, ça alimente notre réflexion sur le premier peuplement de l'île. Alors, jusqu'à une époque récente, on pensait que des personnes étaient venues sur l'île, des petits groupes humains, de façon relativement ponctuelle, étaient venus sur le littoral, parce que les sites étaient, jusqu'à la découverte de Campo Stefano, essentiellement localisés sur le littoral, et étaient venus de façon ponctuelle exploiter les ressources, et puis les gens repartaient par voie de navigation, soit en Sardaigne, soit sur le continent. Et la découverte de Campo Stefano a montré en fait que des gens étaient bien présents sur l'île autour de 8005 avant Jésus-Christ, la découverte également de Figari était bien présent autour de 8500 avant Jésus-Christ, qu'ils exploitaient un terroir et qu'ils avaient échafaudé de véritables habitants. Voilà ce que je peux vous dire de façon très générale sur ce premier peuplement de l'île. Ensuite, qui va bien sûr évoluer sur la période dite du néolithique, mais ce n'est pas le sujet de cette présentation. Pour poser le problème, il faut réfléchir à des thématiques précises. Souvent, ce qui se pose, c'est le problème du peuplement de ces îles en rapport avec les techniques de navigation. Et une des questions, je pense, soulevées, c'est de savoir si les hommes, à l'époque du Paléolithique, étaient capables de franchir des étendues maritimes de grande importance. Parce que si on revient sur la question de la Corse,
bon, on pose la question par rapport au canal de Corse, en recherchant la distance entre l'île d'Elbe et le Cap Corse. Et on arrive à quelques kilomètres dans certaines datations. Tandis qu'à ce moment-là, il était possible de franchir ce canal de Corse. En fait, il existe dans le monde des exemples où les îles ont été peuplées avec des distances beaucoup plus importantes. Je crois que Bertrand Roussel peut nous en parler à ce niveau. Alors, déjà, peut-être pour bien situer les choses sur le plan de ce qu'on appelle les phénomènes glacieux statiques. C'est-à-dire que durant le Quaternaire, donc cette grande période dans laquelle s'inscrit le Paléolithique, on va avoir des périodes froides, une alternance de périodes froides et de périodes tempérées. Donc, on a appris ça à l'école, vous avez appris que les périodes froides, on appelait ça des glaciations, et les périodes tempérées, on appelait ça des interglaciaires. Bon, maintenant, les choses sont un petit peu plus compliquées, en tout cas un petit peu plus précis, on parle de stade isotopique, bon, à cause tout un système qui a été créé grâce à l'étude des isotopes de l'oxygène qu'on va trouver dans les sédiments des fonds marins ou dans les glaces des pôles, et on arrive à avoir toute une échelle isotopique qui permet de voir ces périodes tempérées, ces périodes froides. Alors, pourquoi on en parle? Parce que ces périodes tempérées et ces périodes froides, durant les périodes froides, on va avoir des niveaux de la mer qui vont baisser. Alors ça, c'est intéressant quand on est sur des îles, parce que, bien sûr, il arrive que les îles soient reliées au continent. On va prendre un exemple simple, c'est, mettons, on prend le stade isotopique 6, ce qu'on appelait avant le RIS, la mer, elle est 120 mètres plus bas que l'actuelle. Donc, ça a une conséquence assez évidente, par exemple, sur la Manche. La Manche n'existe pas. Vous allez de Londres à Paris, vous n'avez pas besoin de l'Eurostar. Oui, c'est ça, de l'Eurostar, du tunnel sous la Manche. Vous y allez directement à pied, parce qu'il n'y a pas de Manche. Parce que les fonds marins sont finalement assez peu profonds. Donc, ça a des implications, notamment sur certains sites, dans certaines îles. Je pense, sinon j'ai mangé le nom, mais où on a, pour le Paléolithique, de cette île-là, quand on étudie les sources d'approvisionnement, on voit très bien la différence entre les périodes où on avait un accès, où c'était une île, où simplement ça reste du local, et les périodes où on pouvait aller sur le continent. Donc on a des silex qui viennent beaucoup plus loin. Et donc, de la même façon, pour certaines îles, on va avoir un peuplement qui va être finalement relativement simple en période froide, en période glaciaire. A l'inverse, il y a également des exemples d'îles où, à l'instar, si je m'abuse, à l'instar de la Corse, où il n'y a pas de période, ou disons aux périodes glaciaires, elles n'ont jamais été réellement reliées. Alors, on a le même cas, si on veut regarder ça plus globalement, avec le passage de Gibraltar. On sait aujourd'hui, est-ce que l'homme a passé Gibraltar? La réponse est difficile à donner. Ce qu'on peut dire, c'est que les faunes, non. Les faunes africaines, on ne les retrouve pas en Espagne, pour les périodes du Pléistocène moyen-ancien, par exemple. En revanche, on va trouver la présence de l'homme dans le sud de l'Espagne, dès une période extrêmement ancienne. Ce qui laisse penser que probablement ils sont passés dessus par le Gibraltar. Bon, après c'est difficile à démontrer, mais c'est vrai que le site de Pierre-Nord, il date de 1,6 million d'années, donc période très ancienne. S'ils étaient passés par l'autre côté, ça, vous voyez, ça serait curieux que ce soit si ancien alors qu'ils sont passés par l'autre côté. Donc, voilà des éléments que j'essaie de donner, peut-être. Juste un dernier exemple, il me semble, un exemple aussi qui est quand même assez pertinent, c'est l'île de Flores. Vous savez que, je pense que vous en avez entendu parler, on a découvert il y a quelques dizaines d'années la présence d'une espèce, en tout cas ce qui a été défini comme une espèce à part, l'Homo florensis, qui correspondrait
a donc sa particularité. Vous savez, l'île de Flores, ça se trouve en Indonésie, hein, et c'est donc une petite île indonésienne. Et à l'intérieur de cette petite île, on a trouvé des restes d'un homme qui est atteint d'un phénomène classique dans les îles qu'on appelle le nanisme insulaire. C'est-à-dire que les espèces dans les îles, ou globalement les espèces de petite taille, ont tendance à devenir grosses. En gros, ce que l'on appelle la microfaune, hein, les petits animaux ont tendance à devenir plus importants, alors que les animaux de grande taille ont tendance à devenir moins grands. Et on s'est rendu, donc c'était très connu, par exemple, dans certaines îles de Méditerranée pour les éléphants, par exemple, connu pour les mammouths dans certaines îles du nord et on s'est rendu compte avec cet exemple-là que ça pouvait également être le cas pour les hommes. Alors, cet homme, il mesure à peu près 1 mètre, hein, quelque chose comme ça, la question c'est comment il est arrivé là, puisque on sait que l'île de Flores, même en période froide, n'a pas été reliée au continent le plus proche. Donc, certainement, il a dû dériver sur quelque chose, type tronc d'arbre ou quelque chose comme ça, puisque on sait qu'il est là, on l'a retrouvé. Voilà. Donc ça, c'est un certain nombre de réflexions qui amènent à penser qu'un peuplement paléolithique de la Corse n'est pas quelque chose d'improbable. La difficulté, c'est qu'il faudrait arriver à trouver des sites qui permettent de donner corps à l'hypothèse. Alors, oui, pour répondre à ta question un petit peu indirecte, c'est vrai que autant nous sommes démunis pour le peuplement humain de l'île, autant pour le peuplement animalier, nous avons quand même quelques gisements qui sont très anciens, comme le gouffre de Castiglione, qui date de 300 000 ans avant Jésus-Christ. Ces gisements de faune, pour autant, n'ont pas livré de petits animaux, de petits mammifères, comme tu viens d'évoquer, des hippopotames nains, des éléphants nains, etc. Contrairement à... C'est le cas également pour la Sardaigne, d'ailleurs. Contrairement à des îles comme Malte, effectivement, ce genre de faune est présent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Alors après, pour retrouver le premier peuplement de l'île, il faut d'abord un contexte géomorphologique et un contexte géologique. Donc ça, c'est assez important, puisque, petite parenthèse également, il y a quelques années de ça, nous avons mis au jour, lors d'un diagnostic archéologique, des objets qui faisaient explicitement référence à des choppers, ou donc des outils vraiment très anciens du paléolithique. Or, ces objets ont été découverts en surface et il n'y avait pas de contexte avec, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'éléments structurés, nous n'étions pas dans des couches géologiques précises, on était vraiment... Or, vous savez que quand on fait de l'archéologie, on travaille avant tout sur des contextes, on travaille aussi sur les objets, mais on travaille avant tout sur des contextes. Voilà, donc mettre au jour des contextes, c'est le premier objectif auquel on va essayer de s'atteler, notamment grâce aux collègues italiens qui vont s'investir dans les années qui viennent sur l'île. Après, effectivement, c'est la poursuite de prospection sur l'ensemble de l'île, c'est également poursuivre des opérations plus approfondies, comme ce fut le cas à Campo Stefano. Mais encore une fois, on est au début d'une grande aventure, et j'espère dans les années qui viennent venir vous annoncer la découverte d'un sujet paléolithique en Corse. Mais pour en revenir à Campo Stefano, découverte quand même assez exceptionnelle, donc du Mésolithique, on est autour de 8500 avant Jésus-Christ, il faut quand même souligner que nous avons mis au jour ce gisement et que des tests ADN ont été positifs sur ces sujets. Pour vous donner un ordre d'idée, d'après mes collègues qui s'occupent de ça à Bordeaux, le site de Campo Stefano est le seul gisement ayant livré de l'ADN pour cette période. Donc vous voyez un peu ce à quoi on s'attaque et concernant l'origine, toutes les pistes de recherche qui vont pouvoir s'ouvrir à nous. Et
encore une fois, j'espère venir vous présenter des résultats, parce que c'est des travaux vraiment très très longs, sur plusieurs années. J'espère venir vous présenter des résultats dans les années qui viennent. Voilà. Pour avancer dans la réflexion, la question du paléolithique en Corse est quand même très liée à la découverte de sites en Sardaigne, puisque l'hypothèse serait que le peuplement de la Sardaigne serait passé par la Corse, et plus précisément par le canal de Corse. Donc la question que je voulais poser à Franck Léandre, c'est quel est l'état exact des connaissances sur la présence du paléolithique dans l'archipel toscan, d'une part, et surtout en Sardaigne. Est-ce qu'en Sardaigne, puisqu'il y a des débats dessus, est-ce qu'on peut dire que la présence du paléolithique est attestée? Et dans ces conditions, il serait tout à fait logique de considérer que si on n'a pas trouvé, on trouvera un jour le paléolithique en Corse. Là, encore une fois, en Sardaigne, les discussions sont ouvertes et personne n'est d'accord. Effectivement, il y a des objets qui ont été mis au jour, qui font explicitement référence à des bifaces paléolithiques. Le problème, encore une fois, c'est les contextes. Et c'est surtout le site de découverte et l'emplacement de découverte dans le contexte, on va dire, sédimentaire. Et personne n'est d'accord. Donc voilà, moi je suis bien en mal de vous présenter quoi que ce soit et de vous exposer quoi que ce soit. C'est exactement le même cas que pour la grotte de la Coche de Bonifay, parce que c'est une grotte, les travaux de Bonifay font rire certains. Moi, ils ne me font pas rire du tout, parce que j'ai vu le site, et croyez-moi, lorsqu'on est confronté à cet amas de bois de Cernidés, donc, qui est attribué à 60 000 avant Jésus-Christ, on se demande, on se demande quelle est l'origine de cette structure. Si ce n'est pas l'homme, comment a-t-elle pu faire se mettre en place, en tout cas? Et ça, personne n'a de réponse. Donc, moi, je voulais juste rebondir un petit peu sur ce que disait Franck, c'est dire à quel point c'est important de bien considérer le contexte, parce que l'objet tout seul n'a que peu de sens. Alors, je le dis à plusieurs niveaux. Déjà, on va prendre un exemple tout simple. Un objet très caractéristique des industries archaïques, c'est par exemple le chopper. Chopper, vous avez un homme préhistorique, il va prendre un galet et il va faire un certain nombre d'enlèvements sur le galet pour obtenir un tranchant. Le chopper, c'est un objet finalement très caractéristique des périodes anciennes, parce qu'on fait beaucoup ça, mais qui peut être très ubiquiste, c'est-à-dire qu'on peut le rencontrer jusqu'à la période néolithique, où on a un brave néolithique qui a besoin d'avoir un tranchant, il va se fabriquer un chopper, même s'il sait faire plein d'autres choses, et si c'est pas ce qui est le plus caractéristique de ces périodes-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous ramenez un chopper en disant ça y est, je l'ai trouvé là, voilà, par terre, ça ne voudra pas forcément dire que c'est plus compliqué que ça. C'est d'où l'intérêt de chercher, de travailler sur par exemple des terrasses quaternaires, des formations quaternaires, et de rechercher des objets en place à l'intérieur de ces formations, plutôt que des objets qui flottent dans un contexte, sans contexte. Voilà, c'est un peu l'importance de la chose. Aussi l'importance, alors là, je pense que Franck le dira plus que moi, mais aussi de ne pas ramasser du matériel archéologique de façon... c'est interdit, enfin, plus là que moi pour le dire, mais parce que, bon, voilà, après on détruit les sites et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Bien sûr, on ne va pas ouvrir le débat là-dessus sur les fouilleurs clandestins et les gens qui s'amusent tous les dimanches avec des détecteurs de métaux. C'est pas le lieu, mais bon. C'est bien de le dire quand même. Je vois juste ça comme ça. Oui. Non, je ne pensais même pas aux détecteurs, mais je pensais vraiment aux affaires de ramassage, parce qu'on parle d'objets qui flottent. Tout à fait, oui. Le ramassage de surface. Il faut donner un sens à tout ça, et le plus important, encore une fois, pour nous, c'est le contexte. Donc,
le problème, c'est ces contextes, ben, on en a très peu en général sur le territoire national et encore moins en Corse. Donc ces sites, ben, encore une fois, il faut les prospecter, il faut les inventorier, il faut rechercher les conditions favorables à leur présence et puis voilà, en général, on peut avoir des satisfactions. Mais le paléolithique de la Corse, ben, écoutez, j'espère que pendant les 20 ans de carrière qu'il me reste à faire, j'espère qu'on mettra au jour rapidement. Après, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que finalement, si on regarde bien, les sites paléolithiques, c'est quelque chose de relativement rare. En tout cas, des sites paléolithiques bien stratifiés, dans des zones où on a une bonne sédimentation, etc. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est aussi peut-être par hasard si on ne les a pas trouvés tout de suite, quoi. C'est que, vous voyez, il se peut qu'il y en ait, mais il faudra tomber sur soit comme les prospections qui sont mises en place par les collègues italiens, donc de façon un peu systématique et je dirais un petit peu raisonnée, en ayant une démarche justement de chercher aux endroits où a priori ça peut se trouver, bon, soit une découverte fortuite, mais c'est peut-être tout à fait normal que dans un territoire qui finalement a sa surface, on n'ait pas encore trouvé, parce qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça. Parce que finalement, le paléolithique, ben, il n'y en a pas tant que ça des sites. Oui, bien sûr, on va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez, bien sûr. Oui, je voulais dire, au sujet des grandes îles de Méditerranée, comme par exemple Chypre, Crète, qui sont plus ou moins éloignées d'un continent, comme la Corse par exemple, est-ce qu'on a des dates un peu plus précises et un peu plus anciennes que ce qu'on pourrait trouver en Corse ou en Sardaigne, par exemple, ou dans les Baléares? Bon, c'est des îles de grande dimension. Enfin, Pour moi, je prends l'exemple de Chypre. À ma connaissance, il n'y a pour le moment pas de paléolithique à Chypre, par exemple. Bon, après, je ne suis pas très spécialiste de tout ça, mais je sais qu'il y a un débat pour Chypre et que, à ma connaissance, on n'en a pas trouvé. On peut prendre notre exemple amusant, enfin, je ne sais pas si amusant, je ne sais pas, mais en tout cas, l'exemple du paléolithique du Japon, qui je ne sais pas si, qui était toute une histoire, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de paléolithique. Il y a des travaux qui sont menés, ils ont été traumatisés au Japon parce que ils ont eu un personnage qui a récupéré des objets qui correspondent à la culture Jomon là-bas et qui les a mis dans des contextes sédimentaires anciens et qui les a retrouvés. Mais en fait, c'était des faux, quoi. Donc il a créé je ne sais pas ce qu'il lui a pris à ce monsieur, il a créé des propres sites paléolithiques en prenant des objets des industries qu'il a mis en contexte. Alors justement, lui, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi, il les avait mis directement dans des contextes quaternaires anciens. Donc résultat, il a créé ces faux sites qui ont été publiés, etc. Donc il y a eu des colloques, tout un travail là-dessus. Et puis on s'est rendu compte que c'était faux, il a été démasqué. Et du coup, maintenant, les gens qui travaillent sur le paléolithique, ils sont un peu... comment dire, ils se méfient avant de publier quelque chose. Je veux dire, je pense à notre collègue décédé il y a peu, Ishiro Yamanaka, qui s'intéressait beaucoup à ça. Voilà, c'est des... se méfient. Donc là aussi, un autre exemple de peuplement insulaire où ça crée il y a un débat sur le paléolithique du Japon. Et au niveau des migrations, puisqu'on dit que l'homme de Cro-Magnon viendrait d'Afrique, est-ce que c'est obligatoirement par le continent Est, c'est-à-dire Arabie, probablement Turquie et tout, et pas forcément du côté Ouest? Du côté Ouest par Gibraltar. Ouais. Alors, pour le premier peuplement de l'Europe, celui donc autour d'1,5 million d'années, je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a quand même de fortes chances. Pour la deuxième vague, je ne suis pas sûr, là je ne veux pas m'avancer, qu'on ait beaucoup en Espagne,
de sites qui correspondent au premier peuplement des premiers Cro-Magnons. On parlait de 60 000 ans tout à l'heure, là ça serait des a priori, ça serait des Néandertaliens pour le coup. Ça serait des Néandertaliens qui auraient été capables de franchir, enfin pour le cas corse, des petits bras de mer de quelques kilomètres. Voilà. Donc vous voyez tout ce que ça peut induire. C'est pour ça que les travaux du professeur Bonifay ont été largement discutés et ont été largement commentés, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est ce genre de choses, parce que ça voudrait dire que les Néandertaliens étaient capables de pratiquer la navigation, enfin voilà, même sous forme d'un radeau. Ça veut dire qu'ils avaient une forme d'intelligence pour être capables de réaliser une petite embarcation. Vous voyez un petit peu tout ce que ça peut induire. Je le vois dans l'autre sens en fait. Si on est sûr qu'ils sont bien là, moi ça ne me choquerait pas, parce que quand on voit l'homme de Néandertal, finalement, eh ben, il est très très proche de nous. Il a peut-être un peu moins le cortex frontal développé, donc il est peut-être un peu moins poète et un peu moins avoir un côté un peu fun, mais sinon, il commence déjà à enterrer ses morts. Ça nous montre quand même qu'il a et puis il a une technologie sur le plan des industries lithiques, alors, je sais pas, donc ça veut dire, pardon, je traduis un peu, c'est-à-dire qu'il a des moyens de fabriquer des outils qui sont déjà extrêmement complexes. Il développe une méthode pour tailler la pierre, qu'on appelle la méthode Levallois, qui est déjà assez compliquée. En tout cas, c'est pas aussi simple que ça. Il arrive à faire des outils qui ont exactement la forme qu'il souhaite. Donc moi, ça ne me choquerait pas qu'il ait pu, si ce n'est concevoir une embarcation, du moins s'embarquer pour partir et se laisser... Après, le problème, c'est que ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple des courants, est certainement peu transposable en contexte d'il y a 60 000 ans, c'est certainement pas les mêmes, donc c'est très difficile d'imaginer comment ça a pu arriver, est-ce qu'on peut dériver et arriver ici, etc. Mais en tout cas, peut-être qu'ils ne sont pas nombreux à être venus, ce qui expliquerait aussi le peu de traces qu'ils ont laissées. Parce que la question, c'est venir en Corse, mais pour faire quoi aussi c'est ça, d'où l'intérêt de définir le contexte de l'époque également. Le couvert forestier, l'aspect géomorphologique du livre, vous voyez, toutes ces questions auxquelles il faut répondre. Qui aurait une partie d'Aden Corse. Qu'est-ce que c'est l'Aden Corse? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est si on a une entrée à cette époque en Corse, est-ce qu'on a du paléolithique à Newton? C'est une question naïve, quelque chose comme ça. Et une troisième question, c'est vu les changements du niveau de la mer, est-ce qu'il ne se pourrait pas que ces peuples qui sont rentrés en Corse aient laissé des vestiges, mais qui sont actuellement sous 20, 30, 40 ou 50 mètres d'eau? Sur la première question, concernant Otzi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce personnage qui a été découvert dans les Alpes, qui est mort donc, autour de 3005 avant Jésus-Christ, et on a découvert en fait son cadavre parfaitement conservé avec différents objets de la vie quotidienne, et c'est vraiment une mine d'or archéologique, on va dire. Et donc, il y a des prélèvements ADN qui ont été effectués. Et effectivement, on a cru bon d'avancer que Otzi avait de l'ADN corse. En fait, je vais te répondre très clairement, l'ADN corse, d'après ce que je sais, ça n'existe pas. En fait, on a des grandes tendances. On va dire voilà, le nord de l'Europe, le sud de l'Europe, etc.
l'ADN, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas non plus quelque chose, pour l'instant, qui est très précis. On arrive à définir des grandes tendances. Là où c'est précis, l'ADN, c'est quand on veut définir des liens de parenté avec un individu. Voilà. Ce qui est intéressant, donc, excusez-moi de revenir à Campos Stefano, c'est qu'on va pouvoir définir ces liens de parenté entre les différents individus. Donc ça, c'est assez important. Et puis, grâce aux autres études qu'on mène aussi là-bas, on va pouvoir savoir si les gens de Campos Stefano ont évolué sur place ou s'ils venaient d'ailleurs. Et ça, c'est aussi notre type d'analyse. Concernant l'IGDEB, à ma connaissance, tu posais la question de savoir s'il y avait du paléolithique sur l'IGDEB. À ma connaissance, non, mais enfin, ça demande à être vérifié. Et puis, la troisième question. C'était par rapport au niveau de la mer, je pense, dans les Abillacs, dans les autres. Oui, tout à fait. Oui. C'était surtout sous le niveau de la mer, sachant qu'il n'y en a pas en Corse, donc il ne peut plus venir que d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a eu une accumulation de ce silex qui était découverte par l'entrée de l'eau. Tout à fait, tu as raison. Il peut y avoir des gisements sous l'eau. Il y en a bien eu le cas de la grotte Chauvet, la grotte Cosquer, qui est quand même assez édifiant. Hein, donc pourquoi pas. Et encore une fois, c'est d'autres types de recherche et d'autres types d'exploration. Et là, c'est d'autres moyens à mettre en œuvre. Est-ce qu'on connaît l'ère de répartition du Néandertal? Parce qu'il a été retrouvé en Allemagne, mais est-ce qu'il est plutôt nord-européen ou... Oui. L'homme de Néandertal, on va dire, je trouve qu'il y avait une belle exposition à Quinson avec un beau titre, c'était Néandertal européen. Et donc l'homme de Néandertal, c'est une évolution régionale, je dirais, des homos, de ce qu'on appelait avant les homo erectus au sens large, qu'on pourrait appeler maintenant les homo heidelbergensis, c'est-à-dire ces homo erectus européens qui vont peu à peu en Europe se transformer en homme de Néandertal. Donc l'homme de Néandertal, il est circonscrit, alors à l'Europe au sens très très large, hein, on va en retrouver jusque sur le territoire de l'actuelle Russie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas le trouver en Asie, on ne va pas le trouver en Afrique. Hein. L'homme de Néandertal, c'est une évolution de ces Homo erectus, dans cette espèce de Finistère que correspond l'Europe. Hein, l'Europe, c'est une sorte de péninsule qui s'arrête, et finalement, il va se développer là. Et il va être supplanté, en tout cas remplacé, par l'homme de Cro-Magnon qui revient d'Afrique, comme on disait tout à l'heure. Une dernière petite question, n'hésitez pas. Oui, une dernière. Est-ce que les bois de cerf qui ont été retrouvés dans la grotte de la Coque ne peuvent pas avoir été faits intentionnellement, mais a posteriori par des plaisantins? Non, parce qu'il était scellé par un niveau très induré, donc qui lui est daté par 60 000 avant Jésus-Christ. Voilà. Il était vraiment scellé. Et quand je dis scellé, c'est vraiment scellé. Quoi. Voilà. Après, on connaît des exemples. Par exemple, à la grotte du Prince, dans un niveau mystérien à Grimaldi, on a un exemple d'une accumulation, ce n'est pas des bois de sel, mais c'est des chevilles osseuses de bouquetins qui sont accumulées. Donc c'est des exemples de choses qui existent et qui sont certainement anthropiques. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement troublant et d'extrêmement intéressant. On aimerait qu'à côté, il y ait plein d'industries lithiques, comme c'est le cas à la grotte du Prince. C'est-à-dire, à la grotte du Prince, on ne se pose même pas de problème, parce que vous avez ces cornillons de bouquetins qui sont accumulés. Déjà, pourquoi? On peut déjà se demander si ça n'a pas quelque chose de symbolique, parce que ça ne sert pas forcément à grand-chose d'accumuler des cornillons de bouquetins. Mais tout autour, on a, dans le même niveau, si vous voulez, plein d'animaux, plein de restes d'animaux
qui ont des traces de découpe, qui ont tout un cortège de choses qui font qu'on sait que c'est attribué et apporté par l'homme, plus plein de ce qu'on appelle, nous, des industries, c'est-à-dire les outils taillés. Donc là, on est absolument certain que c'est anthropique. Là, c'est vrai que on peut espérer qu'on trouvera des niveaux peut-être plus riches où le marquage anthropique sera plus présent peut-être. Et pour conclure, la grotte de la Coche, la fouille n'est pas terminée. Donc, le professeur Bonifay, qui a un certain âge, plus par, on va dire, par fatigue, a dû interrompre ses recherches, a dû arrêter ses recherches, mais il y a quand même un potentiel. En fait, il y a 3 grottes, il n'y en a pas qu'une, il y en a 3. Et voilà, à l'avenir, si un paléolithicien veut s'investir, en tout cas, on fera tout pour l'aider. Donc si tu veux t'investir... Oui. Je suis un petit peu surpris d'entendre parler d'Italiens qui viennent faire des cours en Corse. Qu'est-ce qui motive ces travaux ici? D'une part, et d'autre part, quels sont les sites qui vont être particulièrement ciblés? Comment on procède quand on fait des fouilles? Alors écoutez, il y a des Italiens qui viennent en Corse, il y a des Écossais, il y a des Australiens, il y a des Syriens, il y a des Corses. Il faut savoir que tous les ans, il y a plus de 120 chercheurs qui s'investissent en archéologie en Corse. Donc, et que la recherche, écoutez, la recherche maintenant, c'est plus une personne isolée, ce sont des équipes qui se mettent en place de façon pluridisciplinaire avec des méthodes précises qui sont développées dans des laboratoires du monde entier. L'archéologue, c'est plus quelqu'un qui est isolé, qui vient faire sa petite fouille dans un coin, dans son petit abri. Voilà. Donc, qu'est-ce qui justifie? Écoutez, ce qui a justifié la présence de cette équipe d'Italiens, c'est d'abord l'invitation du Parc Galéa et de Jean Castelage. Jean, si vous voulez dire 2 mots. Voilà. Et en tout cas, l'État, quand il y a des gens qui veulent s'investir, écoutez, l'État fait en sorte de les aider aussi à travailler. En tout cas, c'est mon boulot, c'est mon job. Oui, pour respecter l'horaire, on va conclure maintenant, mais ça rejoint la question qui vient d'être posée. La vocation du parc, c'est aussi d'impulser des réflexions, de susciter des rencontres. Et il se trouve que le paléolithique était un petit peu laissé, on va dire, de côté, mais parce que ça dépend de certaines personnes, des sujets de recherche. Actuellement en Corse, les recherches portent beaucoup plus sur l'âge du fer, du bronze. Et il se trouve que, un peu par le hasard, parce que ces chercheurs venaient essentiellement sur la question justement de la navigation à l'époque archaïque, parmi eux, il y en avait d'autres qui participaient à des recherches en Italie sur le paléolithique, notamment le professeur Bilitou, qui est une référence, et qui a soulevé ces questions. Donc depuis 3 ans, le parc s'intéresse à ces questions et surtout essaie de mettre en relation des chercheurs et voilà, dans un contexte qui est à la fois pluridisciplinaire et international. Comme Franck Léon vient de l'expliquer, dans les fouilles, eh bien, elles se réalisent avec des chercheurs qui ne sont plus simplement des préhistoriens. On a affaire à des géologues, des géomorphologues, des botanistes, et c'est ça qui est intéressant. Donc, ces chercheurs, les 2 premières années, ils venaient simplement pour poser, on va dire, le problème, et maintenant, ils vont être intégrés dans un programme européen, avec certainement d'autres personnes, d'autres pays. Et nous, notre ambition au niveau du parc, c'est bien sûr de se tourner aussi vers les jeunes. Et il s'agit par ce moyen, comme aujourd'hui, de poser des questions sur le paléolithique, mais de se tourner vers les jeunes, et même les très jeunes. Vous avez vu les ateliers qui sont depuis aujourd'hui ouverts, pour susciter des vocations. Je crois que c'est ça le plus important. Et sans se substituer à l'université, il faut penser que les vocations, elles partent du plus jeune âge. Elles partent du primaire, du secondaire, et Bertrand Roussel pourrait nous en parler aussi, puisque à Nice,
Les musées de Terramat, notamment, sont tournés justement vers le côté pédagogique. Ça, c'est une priorité. Donc, si on veut un jour découvrir le paléolithique, il faut bien sûr s'appuyer sur les chercheurs déjà en exercice, mais surtout penser que c'est la nouvelle génération qui va certainement s'en charger. Et c'est pour ça que le parc prendra des initiatives dans les mois qui viennent. Il y aura une exposition qui associera justement la botanique, la géologie, les questions géomorphologiques. Et puis, il faut toujours réaliser ces recherches dans un cadre vraiment international, surtout pour le paléolithique, beaucoup plus encore que pour d'autres périodes. Et voilà pourquoi, eh bien, très probablement, on aura à nouveau la chance d'avoir parmi nous des chercheurs comme Bertrand Roussel et bien d'autres, qui viendront, peut-être aussi de Totavel, de sites comme cela, parce que c'est comme ça qu'on peut progresser, en soulevant les questions et ensuite en suscitant l'intérêt de différentes générations. Donc on vous invite à suivre les programmes qui se mettront en place autour du parc et ailleurs, puisqu'en Corse, vous avez beaucoup d'associations très actives, certains ici dans la salle pourraient en parler longuement, qui portent leur intérêt et leurs actions en direction du public et d'une manière plus générale de la vulgarisation scientifique. Alors, nous vous remercions et on vous invite à continuer à participer donc, aux activités. Je crois que Fabrice continue. Juste pour conclure, excusez-moi, je conclue après vous, mais bon, je voudrais juste vous inviter aux Journées nationales de l'archéologie qui auront lieu donc, sur tout le territoire national, bien sûr, et puis à Ajaccio, au Casone, les 6 et 7 juin, avec écoutez, des activités, des ateliers comme on en a vu aujourd'hui, des conférences, et puis des événements un petit peu décalés, puisqu'on aura la présence de gladiateurs, de légionnaires romains. Enfin voilà, c'est un côté un petit peu festif aussi, c'est l'objectif. Voilà. Merci à nos 3 conférenciers débatteurs, s'il vous plaît. Merci messieurs, monsieur Cartola, monsieur Roussel. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté notre invitation très spontanément avec beaucoup d'amitié.